Je m'appelle Nolan, j'ai 32 ans depuis exactement 3 semaines. Ma propre famille m'a ri au nez lorsque je l'ai invité à la soirée la plus importante de toute ma carrière professionnelle. Alors que je sauvais activement des vies aux urgences, me vidant l'âme pour mes patients, mes parents m'ont dit d'arrêter d'être égoïste. Mon frère, l'enfant chéri de la famille, m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré qu'il ne raterait pas une seule seconde de son concert de pop pour mes « ordures », selon ses propres termes. Ils se sont moqués de moi devant toute la famille élargie, préférant une loge VIP louée dans un stade à toute une vie de travail acharné, silencieux et épuisant. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas, l'événement même qu'ils traitaient d'ordure était retransmis en direct sur la chaîne d'information nationale, accompagné d'une bourse de recherche d'1 demi-million de dollars à mon nom. Et en ce moment même, ils mendient à ma porte, réalisant qu'ils viennent de ruiner leur propre avenir et de couper les ponts avec leur seul enfant qui a réussi. Avant que je ne vous raconte exactement ce qui s'est passé, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice, et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. Maintenant, retournons là où tout a commencé. Je veux que vous imaginiez une loge VIP de luxe dans le plus grand stade de la ville, le genre de pièce qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Le genre d'endroit que les cadres d'entreprise louent pour impressionner de riches clients ou conclure d'immenses transactions immobilières. Mais si vous y regardez de plus près, l'illusion s'effondre instantanément, la pièce sent légèrement le popcorn rassis, la bière renversée et l'eau de javel industrielle, l'éclairage fluorescent et blafard, projetant des ombres peu flatteuses contre les tableaux d'entreprise bon marché au mur. Et les gens à l'intérieur sont absolument misérables. C'était ma famille, assise dans ses sièges de loge surpayés, attendant qu'une star de la pop entre en scène, complètement dévorée par sa propre existence superficielle. Mon frère Preston, 35 ans et se définissant encore agressivement comme un influenceur tout en vivant gratuitement dans le sous-sol de mes parents, hurlait sur notre mère. Il tendait son téléphone vers le plafond, se plaignant que les lumières rendaient sa peau orange sur son direct. Il portait une veste en soie surdimensionnée et ridicule qu'il avait probablement achetée avec la carte de crédit de mon père, prenant la pause et faisant la moue pour un public de faux abonnés. Preston n'a jamais occupé un vrai travail, il parle de son salaire comme s'il était PDG, mais la totalité de ses revenus provient de partenariats sporadiques pour des kits de blanchiment dentaire bon marché et des boissons énergisantes. Mon père Harrison était affalé sur un canapé en cuir bon marché dans un coin de la loge, fixant agressivement un reçu froissé. Il rouspétait bruyamment pour personne en particulier d'avoir payé $12 pour une bière et $50 pour une assiette de nachos froids et ramollis, totalement aveugle à l'ironie amère du fait qu'il était celui qui réglait la facture exorbitante du mode de vie fabriqué et pitoyable de Preston. Mon père est le genre de gars qui menacerait de poursuivre un entrepreneur local pour une clôture légèrement de travers, mais qui donnerait aveuglément des milliers de dollars pour financer les délires de grandeur de son fils aîné. Et puis il y avait ma mère, Beverly, une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à façonner une image parfaite de la classe moyenne supérieure pour les réunions de copropriété et les ventes de gâteaux de la paroisse. Elle se tenait près de la baie vitrée, buvant du vin bon marché dans un verre en plastique, ignorant les plaintes de mon père et encourageant les crises de colère de Preston. Elle était l'architecte de la dynamique toxique de notre famille, elle avait créé l'enfant roi et, par défaut, elle avait créé le bouc émissaire, moi. Il s'ennuyait fermement. La première partie était terminée, leur laissant 1 heure à tuer avant le spectacle principal. Alors, mon père a attrapé la télécommande poisseuse et a allumé l'immense télévision de 60 pouces accrochée au-dessus du minibar. Il a zappé agressivement à la recherche de résultats sportifs ou d'une émission de télé-réalité, puis s'est arrêté sur la chaîne 5, la chaîne d'information nationale. Ma mère lui a dit de monter le son, pensant qu'il s'agissait d'un segment sur les potins de célébrités. Elle pensait honnêtement que le présentateur pourrait mentionner le concert même auquel ils assistaient, lui donnant un sentiment de gloire par procuration dont elle pourrait se vanter auprès de ses amis. Au lieu de cela, l'écran a montré une salle de bal historique et étincelante. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Des hommes en tuxedo sur mesure et des femmes en robe de créateur étaient assis à des tables recouvertes de nappes en lin blanc impeccable. La caméra a balayé lentement le premier rang de la table numéro 1, la table réservée aux personnes les plus importantes de la salle, les ténors de la communauté médicale. Et puis la caméra s'est arrêtée, a zoomé. J'étais là, le fils qu'ils avaient passé 32 ans à ignorer activement. Le fils qui portait des tenues médicales bon marché, buvait du café détestable à l'hôpital et conduisait une berline vieille de 10 ans avec un pare-choc cabossé. J'étais assis là, dans un costume vert émeraude fait sur mesure, entouré des plus grands esprits médicaux du pays, en train de rire avec un chef de chirurgie légendaire.
Je sais exactement ce qui s'est passé dans cette loge parce que le téléphone de Preston continuait de diffuser en direct sur sa page. J'ai vu les images plus tard. J'ai vu le sang se vider physiquement du visage de mon père, le rendant pâle et verdâtre. J'ai vu ma mère lâcher son verre de vin en plastique, le liquide rouge s'éclaboussant sur ses chaussures coûteuses. J'ai vu Preston fixer l'écran de télévision, sa mâchoire touchant pratiquement le sol tacheté de bière alors que le bandeau doré clignotait au bas de la retransmission nationale, Nolan, prix de l'innovateur de l'année, bourse de recherche de 500 000 $. Une bourse de recherche non imposable et sans restriction d'1 demi-million de dollars. En cette seule seconde d'agonie, la réalité de ce qu'ils avaient jeté aux ordures les a enfin frappés comme un train à grande vitesse. Le fils qu'ils traitaient d'ordure était assis à la télévision nationale, tenant un chèque qui pouvait acheter toute leur vie 10 fois. Mais pour comprendre l'ampleur de leur trahison et pourquoi je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié ou de culpabilité pour eux, il faut comprendre à quoi ressemblait ma vie avant que les caméras ne commencent à tourner. Il faut comprendre ce que cela signifie d'être l'enfant invisible, le bourreau de travail, le plan de secours. Toute ma vie, on s'est attendu à ce que je finance ma propre existence pendant que mes parents vidaient leur compte pour Preston. Quand est venu le moment d'aller à l'université, mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider. J'ai vu la totalité de mon fonds d'études disparaître pour payer un avocat lorsque Preston a eu des ennuis juridiques pour avoir détruit une propriété de location. J'ai contracté une dette d'études massive, cumulant 3 emplois juste pour garder l'électricité branchée. Pendant ce temps, ils ont entièrement financé l'année sabbatique de Preston en Europe pour qu'il puisse se trouver. Il n'y a trouvé rien d'autre qu'un goût pour le vin cher et un complexe de supériorité aiguë. À chaque fête, chaque Thanksgiving, chaque anniversaire, la conversation tournait toujours autour de Preston, de ses fausses entreprises, de sa nouvelle petite amie, de son dernier palier d'abonnés sur Instagram. Même aux funérailles de notre grand-père, ma mère a passé tout le vin d'honneur à présenter Preston à de riches parents, ignorant complètement le fait que c'était moi qui avais engagé le traiteur et payé les arrangements floraux. J'étais juste le gars en arrière-plan. Je l'ai accepté. Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'obtenais une promotion, si je réussissais de manière incontestable, il finirait par m'aimer. J'avais tellement tort. Remontons à 3 semaines en arrière. Laissez-moi vous montrer le moment exact où le voile est enfin tombé. Il était 3 heures du matin un mardi, et un front orageux massif s'était installé sur la ville. La pluie martelait le verre renforcé des fenêtres de l'hôpital, ressemblant à des poignées de gravier jetés contre le bâtiment. Je courais. Mes baskets couinaient fortement sur le sol en linoléum, un son qui m'agaçait d'ordinaire, mais cette nuit-là, je ne l'entendais pas. Je n'entendais que le battement frénétique de mon propre cœur et les cris de l'équipe de transport derrière moi. Je travaille comme coordinateur de prélèvement d'organes, un titre professionnel propre pour un travail qui signifie fondamentalement que je négocie quotidiennement avec la mort. Lorsqu'un organe de donneur devient disponible, j'ai des minutes, parfois littéralement des secondes pour coordonner la logistique, préparer le receveur, gérer les équipes chirurgicales et m'assurer que l'organe va du point A au point B avant de devenir un tissu non viable. Cette nuit-là, il s'agissait d'un foie pour une petite fille de 6 ans nommée Maya. Elle était sur la liste d'attente depuis 8 mois atroces. Sa peau avait pris une pâleur jaune terrifiante et ses parents ressemblaient à des fantômes hantant notre salle d'attente. Quand l'appel est arrivé disant que nous avions une compatibilité depuis un état voisin, je n'ai pas marché, j'ai couru. La tempête rendait les conditions de vol presque impossibles. D'autres hôpitaux avaient refusé l'organe, invoquant des risques de transport extrêmes. J'ai refusé de laisser mourir Maya à cause d'un orage. J'ai utilisé un nouveau protocole logistique que je développais depuis 2 ans, le protocole d'appariement rapide, coordonnant un relais terrestre à grande vitesse et un vol d'hélicoptère audacieux qui a contourné le bord du système orageux. Nous avons sécurisé la glacière. Le pilote d'hélicoptère, complètement trempé et luttant contre le vent, a fait un signe de pouce levé. J'ai signé les derniers papiers de transfert sur un presse-papier, ma main tremblant violemment sous le coup de la chute d'adrénaline alors que les lourdes doubles portes du bloc opératoire se refermaient, scellant Maya à l'intérieur avec les meilleurs chirurgiens de greffe de l'État. Je me suis enfin adossé contre le mur de carrelage froid et j'ai glissé jusqu'au sol. J'ai pris une profonde inspiration. L'aile des traumatismes sentait toujours la même chose, un mélange piquant d'antiseptique industriel et l'odeur métallique du sang. J'étais complètement épuisé. Je n'avais pas mangé de vrai repas depuis 2 jours, survivant grâce aux crackers des distributeurs et au café noir. Mais nous y étions arrivés. L'organe était dans la pièce.
Maya avait une chance de se battre. Mon téléphone a vibré agressivement dans ma poche. Pendant une seconde terrifiante, la panique a jailli dans ma poitrine. Était-ce le chirurgien? Quelque chose avait-il mal tourné avec le greffon? Le foie avait-il lâché à la reperfusion? Je me suis précipité pour sortir le téléphone, mes doigts tâtonnant sur l'écran fissuré. Ce n'était pas l'hôpital, c'était un texto de mon frère Preston. J'ai fixé l'horodatage, 3h05 du matin. Il savait que je travaillais de nuit. Il savait que je ne voulais être contacté au milieu de la nuit que si quelqu'un était à l'hôpital ou s'il y avait une urgence familiale. Le message disait, « Frérot, tu n'as pas aimé mon nouveau post sur mon installation de studio. Va aimer un commentaire tout de suite. L'algorithme plombe mon engagement. Fais-le vite avant que le post ne meure. » Je suis resté assis là, sur le sol glacé de l'hôpital, à fixer l'écran jusqu'à ce que la lumière bleue me brûle les rétines. Je tenais littéralement la logistique de la vie et de la mort humaine à main nue, je venais de tout risquer pour faciliter un miracle médical pour un enfant mourant. Et mon frère de 35 ans était réveillé à 3h du matin pour exiger que je booste ses statistiques insignifiantes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais même pas formuler les mots. J'ai juste verrouillé le téléphone et laissé ma tête cogner doucement contre la cloison sèche derrière moi. Le docteur Alden, le chef de l'unité de greffe, est passé par là. C'était un homme sévère aux cheveux poivre et sel, terrifiant pour les jeunes internes, mais il avait toujours reconnu ma valeur. Il s'est arrêté lorsqu'il m'a vu assis sur le sol, ma tenue médicale tachée de vieux café. « Travail incroyable ce soir, Nolan », a-t-il dit, sa voix basse et stable, portant le poids de décennies d'expérience. La plupart des coordinateurs auraient raté le créneau de vol par ce temps. Bon sang, la plupart auraient abandonné dès le premier vol annulé. Vous avez sauvé la vie de cette petite fille ce soir. Merci, docteur. Je fais juste mon travail, ai-je murmuré, forçant un sourire fatigué, essayant de chasser le texto de Preston de mon esprit. Le docteur Alden a ajusté ses lunettes, me regardant attentivement. Vous faites nettement plus que votre travail. Le conseil d'administration étudie de près votre protocole d'appariement rapide. Les données que vous avez compilées nous font gagner 18% sur le temps de transport à l'échelle de l'État. C'est du jamais vu dans la médecine moderne. Gardez votre emploi du temps complètement libre pour le mois prochain. Une nomination arrive pour vous. Une nomination, une reconnaissance professionnelle, un respect sincère, des choses pour lesquelles je devais me battre bec et ongles chaque jour de ma vie. Le dimanche suivant, j'ai fait 2 heures de route jusqu'à la maison de mes parents dans les banlieues aisées pour notre dîner de famille obligatoire. J'ai garé ma berline cabossée dans la large allée, la garant soigneusement sur le côté pour ne pas rayer le SUV Porsche tout neuf en location garé en plein milieu. La Porsche appartenait à Preston, naturellement. En entrant dans la maison, l'odeur du poulet rôti et de l'ail m'a frappé. Cela aurait dû ressembler à un foyer, mais cette maison n'était qu'une scène pour les représentations de ma mère. Et gamin, a grogné mon père Harrison depuis son fauteuil inclinable en cuir. Il n'a pas quitté des yeux le match de football américain à la télévision. Va bouger ta voiture dans la rue. Un pote de Preston pourrait passer plus tard et il ne veut pas que ton taudis blague la vue de la Porsche. J'ai serré mes clés si fort que le métal s'est enfoncé dans ma paume. Je suis ressorti, j'ai déplacé ma voiture sous la pluie battante plus bas dans la rue, et je suis revenu, complètement trempé. Personne ne m'a proposé de serviette. À la table du dîner, j'ai essayé de prendre la parole. Je me suis raclé la gorge, regardant les 3 personnes assises autour de la table en chêne verni, picorant leur nourriture. En fait, je voulais vous dire quelque chose de très important, ai-je dit, essayant de contenir l'excitation dans ma voix. Mon patron, le chef de chirurgie, m'a dit que le protocole que j'ai écrit, le système pour déplacer les organes plus vite, est nommé pour un prix national. C'est une grande étape dans la communauté médicale. Il y a eu un moment de silence suffocant. Le seul son était le cliquetis des couverts. C'est bien, mon chéri, a dit ma mère de façon totalement plate, sans même établir de contact visuel. Passe le jus de viande, Harrison. Mon père a levé les yeux, mais pas vers moi. En parlant de gagner, a-t-il dit en rayonnant, pointant sa fourchette directement vers mon frère, prêt, raconte à ta mère le gros contrat que tu as décroché cette semaine. Preston a eu un petit sourire suffisant, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Je ne voulais pas me vanter, mais j'ai sécurisé la loge VIP pour la tournée des Eras le mois prochain.
4 billets, forfait platine, traiteur privé, bar ouvert, toilette privée, la totale. Ça va être énorme pour ma marque. Je vais vloguer tout le truc. Ma mère a eu un hoquet de surprise, laissant tomber sa fourchette sur son assiette dans un grand fracas. Oh, mon bébé. Je suis tellement incroyablement fier de toi. Sais-tu à quel point il est difficile d'obtenir ces billets? Les dames de la copropriété vont carrément mourir de jalousie quand je publierai les photos. Je peux venir? A demandé mon père, se penchant en avant avec empressement, oubliant complètement son mal de dos. Bien sûr, papa, Harry Preston. C'est moi, toi, maman et mon manager, Derek. 4 billets. Je suis resté assis là à mâcher mes pommes de terre froides. 4 billets, il y avait 4 membres de la famille à cette table, plus son faux manager minable. J'étais l'intrus à nouveau. J'étais explicitement exclu d'un grand événement familial sous mon nez, immédiatement après avoir partagé la plus grande étape professionnelle de ma vie. Après le dîner, le routeur Wi-Fi est tombé en panne dans le salon. Comme j'étais le technicien informatique non officiel et non payé de la maison, mon père m'a envoyé dans son bureau à domicile pour le réparer. Alors que j'étais à 4 pattes à brancher les câbles sous son lourd bureau en acajou, j'ai heurté son classeur ouvert. Un épais dossier couleur manille s'est répandu sur le sol, éparpillant des papiers partout. Je suis allé les ramasser et mon sang s'est complètement glacé. C'était un relevé financier de la banque, un avis de pénalité de retrait massif du compte de retraite 401K de mon père. Il avait retiré 40 000 $ en liquide. Agrafé au dos de l'avis de pénalité se trouvait le reçu imprimé pour la loge VIP de la tournée et le contrat d'acompte exorbitant pour la Porsche en location de Preston. Mon père vidait son fonds de retraite, l'argent dont lui et ma mère avaient désespérément besoin pour survivre dans leur vieillesse, juste pour financer le délire de Preston d'être une célébrité riche. Ils se ruinaient financièrement pour un fils qui ne leur paierait même pas une tasse de café avec son propre argent. J'ai pensé aux fois où mon père se plaignait du coût croissant de ses médicaments contre la tension artérielle. J'ai pensé aux disputes amères sur les factures de course. J'ai pensé au fait absolu qu'il n'avait jamais versé un seul centime à mon fonds d'études, me forçant à contracter une dette d'études paralysante que je rembourse encore. Ils avaient l'argent, ils refusaient simplement de le dépenser pour moi. J'ai soigneusement remis les papiers dans le dossier et les enfoncés dans le classeur. Je suis sorti de cette maison sans dire un mot, sans dire au revoir. En rentrant chez moi dans la nuit, j'ai réalisé alors que je n'étais pas seulement non aimé, j'étais utilisé comme le plan de secours stable et fiable pour le moment où leur enfant chéri les ruinerait financièrement. J'étais leur police d'assurance. 2 semaines plus tard, la tempête a éclaté pour de bon. J'étais assis à mon bureau à l'hôpital, buvant du café tiède et mauvais de la cafétéria et passant en revue des dossiers de patients, lorsque l'email est arrivé dans ma boîte de réception. L'expéditeur était le Conseil national de la médecine. L'objet disait « Félicitations, lauréat du prix du Héros national de la santé 2026 ». Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai cliqué sur l'email, mes yeux balayant le texte si rapidement que les mots se confondaient. Je n'avais pas seulement été nommé, j'avais gagné haut la main. Cher Nolan, le comité vous a sélectionné à l'unanimité comme lauréat du prix de l'innovateur de l'année pour votre travail novateur sur le protocole d'appariement rapide. Ce prix reconnaît les individus qui changent fondamentalement le paysage de la médecine moderne. En plus du prix physique, cet honneur s'accompagne d'une bourse de recherche et de développement personnel de 500 000 $. 500 000 $. Un demi-million. J'ai lu le chiffre 3 fois. J'ai vérifié l'adresse de l'expéditeur, le domaine, les signatures numériques, terrifié à l'idée qu'il s'agisse d'une escroquerie complexe. C'était complètement réel. La cérémonie allait se tenir à Los Angeles, au Grand Historic Hotel. Elle allait être animée par un célèbre acteur de Hollywood et retransmise en direct sur la chaîne d'information nationale. Toute ma vie, j'avais été en compétition avec l'existence bruyante, odieuse et creuse de Preston. J'avais été le travailleur silencieux en arrière-plan, celui qui réparait les fuites et payait sa propre voix. Mais cela était incontestable. C'était une reconnaissance nationale au plus haut niveau possible. C'était une richesse générationnelle sous la forme d'une bourse financière massive. Une petite partie stupide et désespérée de moi, le petit garçon qui voulait juste que son père affiche son dessin sur le réfrigérateur, l'adolescent qui voulait que sa mère vienne à sa remise de diplôme du lycée, s'est réveillé. J'ai pensé, c'est peut-être ça. C'est peut-être la chose qui va enfin leur faire me voir.
S'ils me voient debout sur une scène tenant un prix national, peut-être qu'ils seront enfin fiers de m'appeler leur fils. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale, qui était actuellement rempli de liens envoyés par Preston vers des tenues coûteuses qu'il voulait que nos parents lui achètent pour le concert. J'ai tapé soigneusement, mesurant chaque mot, « Salut tout le monde, j'ai une grande nouvelle. J'ai en fait gagné ce prix médical dont j'ai parlé au dîner la semaine dernière. L'innovateur de l'année. C'est un immense honneur. La cérémonie a lieu en ville au Grand Historique le 12 du mois prochain. J'ai marqué une pause. Le 12. J'ai regardé le calendrier sur mon bureau, c'était la nuit exacte du concert de la tournée de Preston. Mon cœur a coulé dans mon estomac, mais j'ai rapidement vérifié le programme joint à l'email. La cérémonie de remise des prix commençait tôt, avec les arrivées sur le tapis rouge à 16h et la retransmission débutant à 17h. Le concert ne commençait qu'à 20h, et l'artiste principal ne serait même pas sur scène avant 21h. Ils étaient dans la même ville, à peine à 20 minutes de ride en Uber l'un de l'autre. J'ai continué à taper, les suppliant, je sais que c'est le soir du concert, mais ma cérémonie a lieu tôt. Cela compterait énormément pour moi si vous pouviez passer pendant seulement 1 heure avant d'aller au stade. C'est retransmis à l'échelle nationale. J'adorerais avoir ma famille dans le public quand ils appelleront mon nom. J'ai appuyé sur envoyer. Je me suis adossé et j'ai regardé les 3 petits accusés de lecture apparaître sous la bulle de texte. Mon cœur martelait agressivement contre mes côtes. S'il vous plaît, juste pour cette fois, venez pour moi. Choisissez-moi pour 1 heure. Preston a été le premier à répondre, frérot, tu es sérieux là? J'ai cligné des yeux devant l'écran. Preston a continué à taper, les bulles apparaissant rapidement, Nolan, on a un emploi du temps serré. Derek a réservé un avant-concert dans un bar sur un toit. Ensuite, on a une séance photo près de l'entrée VIP pour mon Instagram. On ne peut pas simplement faire un détour par une conférence médicale ennuyeuse et coincée pour te regarder recevoir un trophée en plastique. Mon estomac s'est complètement retourné. J'ai répondu pour me défendre, ce n'est pas un trophée en plastique, Preston. C'est un prix national pour avoir sauvé des vies. C'est une étape majeure dans ma carrière. C'est en direct à la télévision. Puis mon père Harrison est intervenu dans la conversation, ne sois pas difficile, Nolan. Ton frère planifie cette soirée depuis des mois. C'est un grand événement de réseau. Pourquoi dois-tu toujours être si égoïste et essayer de lui voler la vedette quand il a quelque chose de bien qui se passe? Voler la vedette? J'ai fixé le téléphone avec incrédulité. J'avais vécu dans l'ombre la plus totale pendant 32 ans. J'avais payé mes propres études. J'avais acheté ma propre voiture d'occasion. Je travaillais 80 heures par semaine à sauver des enfants mourants pendant qu'ils jouaient à se déguiser et vider leur retraite pour louer une suite de luxe. Et c'était moi l'égoïste. Ma mère Beverly a enfoncé le clou final dans le cercueil, nous pourrons regarder ton petit certificat une autre fois, mon chéri. Apporte-le peut-être au dîner de Thanksgiving et nous le mettrons sur la cheminée pendant quelques heures. Nous n'avons pas le temps pour tes petits hobbies alors que Preston a investi tellement d'énergie dans cet événement. Tu es délirant si tu penses que nous allons changer nos plans pour une fête de travail. Le travail de ma vie, les innombrables nuits sans sommeil, le sang tachant littéralement mes tenues médicales, les familles en pleurs dans les salles d'attente, les vies sauvées, elle appelait cela un hobby. Puis est venu le texto qui m'a brisé complètement, le texto qui a coupé de manière permanente le tout dernier fil de loyauté et d'amour qu'il me restait pour ces gens. Preston a écrit, ouvre les yeux, Nolan. Tout le monde s'en fiche. Je ne vais pas rater une seule seconde de mon concert pour tes ordures. Profite de ta petite fête de travail d'ordures. Il a traité le travail de ma vie, mon dévouement, mon triomphe imminent d'un demi-million de dollars d'ordures. Je suis resté assis là, dans le bourdonnement silencieux des serveurs de l'hôpital. Je n'ai pas pleuré. Je m'attendais à me sentir dévasté, je m'attendais à pleurer, mais au lieu de cela, un froid étrange et absolu s'est répandu dans tout mon corps. La panique de toute une vie à vouloir leur plaire avait disparu. Le besoin désespéré et pitoyable d'être aimé s'est envolé, remplacé par une résolution glaciale, inébranlable et glorieuse. J'ai pris une capture d'écran de toute la conversation. Je l'ai sauvegardée dans un dossier sécurisé caché sur mon téléphone. Puis j'ai tapé un seul mot dans le groupe de discussion, d'accord. J'ai posé le téléphone sur mon bureau.
J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, j'avais un discours d'acceptation nationale à rédiger, et pour la toute première fois de toute ma vie, je savais exactement qui je n'allais pas remercier. 2 jours avant la cérémonie, j'étais dans une boutique haut de gamme en ville pour faire les retouches finales d'un costume vert émeraude fait sur mesure. J'avais payé 2000 $ sur mes propres économies, je m'en fichais, je voulais ressembler à un homme qui impose le respect. Alors que la couturière, une femme âgée avec des épingles dans la bouche, ajustait les poignets, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Nolan. Enfin. Décroche ton foutu téléphone. La voix de Preston a aboyé agressivement dans le haut-parleur. Écoute, j'ai besoin d'un immense service. Qui est-ce, ai-je demandé, la voix complètement neutre, me fixant dans le miroir à 3 faces. Très drôle, abruti, c'est Preston. Écoute, le pressing a complètement tout gâché. Ma veste en soie pour le concert est terriblement froissée, et Derek dit que ça fait bon marché à la caméra. Tu as ce défroisseur professionnel puissant que tu utilises pour tes costumes d'hôpital, n'est-ce pas? Apporte-le à mon appartement tout de suite et défroisse cette veste pour moi. J'en ai besoin parfait. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air puissant. J'avais l'air d'un homme qui tenait les clés de son propre destin. Non, ai-je dit simplement. Comment ça non? J'ai une urgence ici. Mon contrat de marque dépend de ces photos. Je suis chez le tailleur, Preston, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Je me prépare pour ma cérémonie de remise de prix, celle qui a lieu ce week-end. Preston a gémi bruyamment, un son d'une pleurnicherie écœurante, oh mon Dieu, on s'en fiche. Tu es juste assis dans un public à applaudir des vieux. Je vais être dans une loge VIP. Conduis jusqu'ici, défroisse cette foutue veste, et tu pourras retourner à tes trucs ennuyeux. Ça te prendra 20 minutes. Il ne demandait pas, il exigeait. Il supposait pleinement que mon temps, mon énergie et ma vie lui appartenaient juste pour maintenir sa façade pitoyable. Achète un nouveau défroisseur, Preston, ai-je dit doucement. Où porte la froissée? Je suis occupé. Tu es devenu fou, a-t-il hurlé, sa voix montant dans une véritable panique et rage. Papa a dit que tu le ferais. Tu me dois bien ça, espèce d'égoïste. Apporte le défroisseur ou je le dis à maman. Je ne te dois absolument rien, ai-je répondu, sentant un sourire s'inviter sur mon visage. Et on ne demande pas de service à l'éboueur. J'ai raccroché. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, puis celui de ma mère. J'ai bloqué le numéro de Derek juste pour être sûr. Le silence qui a suivi était terrifiant, comme faire un pas hors d'une falaise dans le noir, mais alors que je me tenais là dans mon costume coûteux, c'était aussi le son le plus paisible et le plus beau que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Le matin de la cérémonie est enfin arrivé. Le ciel au-dessus de la ville était dégagé, d'un bleu éclatant et perçant reflétant la clarté absolue dans mon esprit. Je suis allé à l'hôpital pour une demi-garde parce que rester assis seul dans mon appartement à fixer l'horloge m'aurait rendu fou, j'avais besoin de la routine, de la réalité ancrée de mon travail. L'hôpital débordait littéralement d'énergie. La nouvelle de mon prix national s'était complètement répandue. L'administration avait envoyé un email collectif. Des infirmières que je connaissais à peine m'arrêtaient dans les couloirs pour me serrer la main agressivement et me féliciter. Le personnel de la cafétéria m'a donné une louche supplémentaire de nourriture et m'a fait un clin d'œil, refusant de me laisser payer mon café. Pour la première fois, je me suis senti faire partie d'une vraie communauté. À midi, je me tenais au poste d'infirmerie principale en train de revoir un registre de transit d'organes lorsqu'une femme a franchi les doubles portes. Elle avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle, serrant fermement une boîte en plastique contre sa poitrine. Il m'a fallu une seconde pour reconnaître son visage, mais ensuite cela m'a frappé, c'était Sylvia, la mère de Maya, la petite fille de 6 ans qui avait reçu la greffe de foie pendant ce terrible orage. Nolan, a-t-elle demandé, sa voix tremblant légèrement en s'approchant du bureau. Sylvia, bonjour. Je suis rapidement sorti du comptoir. Comment va Maya? Tout va bien? Elle a éclaté en sanglots. Elle s'est précipitée vers l'avant, abandonnant tout espace personnel, et m'a attrapé les mains, pressant la boîte en plastique chaude dans mes paumes. Elle fait des coloriages, a sangloté Sylvia, un son de pure joie sans mélange qui a coupé le bruit stérile de l'hôpital.
Elle est assise dans son lit en ce moment même et colore un dessin. Sa peau est à nouveau rose. Vous avez fait cela, Nolan. Le chirurgien m'a dit que les hélicoptères étaient bloqués au sol. Il nous a dit de nous préparer au pire, mais vous avez refusé d'accepter un non comme réponse. Vous vous êtes battu pour elle. Vous avez sauvé ma fille. Je suis resté là, figé, tenant une boîte de biscuits au chocolat fait maison, sentant une énorme boule me monter dans la gorge. Cette étrangère, une femme qui ne me devait absolument rien, avait fait des biscuits, fait 40 minutes de route dans le trafic de la ville juste pour se tenir devant moi et me dire merci. Ma propre mère ne ferait pas 20 minutes de route pour me regarder recevoir un prix pour l'ensemble de ma carrière. Le docteur Alden s'est approché, posant une main lourde et rassurante sur mon épaule. Il a regardé Sylvia, puis moi. Lui as-tu dit, Sylvia, a-t-il demandé doucement. Sylvia a essuyé ses yeux avec un mouchoir et m'a souri de manière éclatante. Mon mari Richard siège au Conseil médical national, Nolan. Quand il a vu ce que vous avez fait cette nuit-là, comment vous avez géré la logistique quand tous les autres abandonnaient, il a soumis vos données directement au conseil d'administration. Il vous a nommé. Il leur a dit que vous étiez exactement ce à quoi ressemble l'avenir de la médecine. Je l'ai fixé, totalement abasourdi, le sol semblant se dérober sous mes pieds. L'homme qui avait changé la trajectoire de toute ma carrière n'était pas un cadre d'entreprise sans visage ou un algorithme informatique, c'était le père reconnaissant d'une petite fille que je m'étais battu pour sauver. C'était le karma sous sa forme la plus pure et la plus belle. Votre famille connaît-elle l'ampleur de ce qui se passe ce soir, a demandé le docteur Alden, ses yeux d'analyste perçant étudiant mon visage. J'ai regardé les biscuits. La honte toxique et familière me brûlait la nuque. Non, ai-je avoué doucement. Ils pensent que je brasse du papier. Ils ne viennent pas ce soir. Ils ont des billets pour un concert de pop et ils ne voulaient pas rater la première partie. L'expression du docteur Alden s'est assombrie instantanément. C'était un homme de très peu de mots, mais il imposait une autorité absolue et terrifiante dans cet hôpital. Il m'a regardé pendant un long et lourd moment avant de parler, alors ce ne sont pas votre famille, Nolan. Ce sont juste vos proches, a-t-il dit fermement, sa voix résonnant légèrement dans le couloir. La famille, ce sont les gens qui se montrent présents quand ça compte. Et nous serons présents. L'infirmière Fiona et moi avons acheté 2 tables d'entreprise ce soir. Toute l'unité de greffe vient vous regarder monter sur cette scène. 2 tables, 20 personnes. 20 des professionnels les plus intelligents, les plus dévoués et les plus travailleurs de toute la ville payaient de leur propre poche pour mettre des tuxedos et des robes afin de venir me soutenir. À 15 heures, je suis rentré chez moi pour me changer. Je me suis douché, lavant l'odeur de l'hôpital. J'ai enfilé le costume sur mesure vert émeraude foncé. J'ai ajusté ma cravate. J'ai attaché ma montre. Je me suis regardé dans le miroir, prenant une profonde inspiration tremblante. Je ne ressemblais plus au fils invisible, je ressemblais à un homme sur le point de réclamer son trône. Alors que je prenais mes clés, mon téléphone a sonné. J'avais bloqué tous leurs numéros, mais c'était un indicatif local que je ne connaissais pas, un téléphone prépayé ou peut-être un téléphone emprunté à quelqu'un au stade. J'ai répondu prudemment. Allô, Nolan. Enfin tu réponds à un foutu appel. C'était mon père, Harrison. Sa voix était rauque, incroyablement impatiente, résonnant légèrement sur le bruit de fond chaotique des couloirs du stade. Salut, papa, ai-je dit, fixant durement mon reflet dans le miroir. Écoute-moi. On est arrivé tôt au stade pour les trucs VIP d'avant-spectacle. Le manager idiot de Preston a complètement gâché le budget. Les boissons ici sont une arnaque totale, $12 pour une bière. Et la carte de crédit de Preston a été refusée au stand de souvenirs. Tu as eu une prime ou une augmentation avec ton petit truc médical ce soir, n'est-ce pas? Transfère $2000 sur mon compte tout de suite. Je te rembourserai le mois prochain quand j'aurai mon chèque de retraite. J'ai fermé les yeux. Il n'appelait pas pour me souhaiter bonne chance. Il n'appelait pas pour s'excuser. Ils appelaient depuis l'événement même qu'ils avaient choisi à ma place, me demandant de financer leur arrogance et leur stupidité. Ils n'avaient littéralement plus aucune honte. Tu veux que je paie pour ton alcool et tes t-shirts au concert auquel tu as choisi d'assister plutôt qu'à ma cérémonie de remise de prix, ai-je demandé, la voix d'un calme mortel, dépourvu de toute émotion. Ne recommence pas avec le drame familial, Nolan. Nous sommes une famille. Tu aides ton propre sang.
Aide ton frère. Sa marque en a besoin. Tu es juste assis dans une salle de bal d'hôtel ennuyeuse à manger du poulet caoutchouteux de toute façon. Transfère l'argent maintenant, on bloque la queue. J'ai attrapé mes clés. Je suis sorti de mon appartement, j'ai verrouillé la lourde porte en bois et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Non, papa, ai-je dit. Pardon, a-t-il aboyé, la fausse gentillesse disparaissant instantanément. J'ai dit non. Je ne te transfère pas un seul centime. Je ne défroisse pas les vêtements bon marché de Preston. Je vais accepter mon prix. Espèce de petit ingrat. Je t'ai élevé. Et papa, ai-je interrompu, ma voix coupant sa colère comme un bistouri chirurgical. Quoi, a-t-il craché. Allume la télévision dans ta suite VIP. La chaîne 5 vers 18h. Tu pourrais réellement apprendre quelque chose sur le fils que tu as jeté aux ordures. J'ai raccroché le téléphone. Je suis sorti du hall et suis monté dans la voiture noire avec chauffeur que j'avais loué pour moi-même. Alors que je me glissais sur le riche siège en cuir et que le chauffeur s'éloignait du trottoir, j'ai senti la dernière lourde chaîne de culpabilité se briser en deux. J'en avais complètement, absolument fini. J'étais prêt pour les caméras. La voiture noire que j'avais louée pour la soirée s'est éloignée en douceur du trottoir de mon modeste immeuble, se fondant dans le trafic dense et lent de Los Angeles. Pendant les 20 premières minutes du trajet, j'ai simplement fixé la vitre teintée, regardant les lumières de la ville défiler. Le siège en cuir était frais contre mon dos, et le bourdonnement silencieux du moteur offrait un contraste saisissant avec les disputes chaotiques et hurlantes qui définissaient habituellement toute interaction avec ma famille. Je me suis versé un verre d'eau gazeuse depuis le minibar, sentant la condensation froide sur le verre en cristal. Mon chauffeur, un homme plus âgé nommé James, m'a regardé dans le rétroviseur. Il m'a demandé si j'allais à un mariage. Je lui ai dit que j'allais à une sorte de remise de diplôme, la remise de diplôme après 32 ans passés à être complètement invisible. Lorsque la limousine s'est enfin arrêtée dans l'allée circulaire du Grand Historic Hotel, l'ampleur de l'événement m'a frappé. Ce n'était pas juste un dîner calme dans une salle de conférence, il y avait de véritables projecteurs balayant le ciel nocturne sombre, coupant à travers les nuages bas. Un tapis rouge était déroulé sur les larges marches de marbre, flanqué de cordons en velours et d'une petite armée de photographes. Les flashs crépitaient rapidement alors que des dignitaires, des politiciens et l'élite des professionnels de la santé du pays sortaient de leurs véhicules. Pendant une fraction de seconde, ma main a hésité sur la poignée de la porte. La version ancienne, insécurisée et profondément ancrée de Nolan, le gars qui portait des vêtements bon marché de seconde main, qui mangeait des nouilles ramen pour le dîner afin que ses parents puissent acheter des baskets de marque à son frère. À qui on répétait constamment qu'il était trop ennuyeux pour compter, voulait se recroqueviller dans le coin sombre du siège en cuir. J'ai senti une vague massive et suffocante du syndrome de l'imposteur m'envahir. Je me sentais comme un imposteur portant un costume vert émeraude à $2000. Mais ensuite, le voiturier a ouvert ma porte. L'air frais du soir a frappé mon visage, portant l'odeur de parfum coûteux et d'ozone. Je suis sorti, posant fermement mes chaussures cirées sur le tapis rouge. J'ai regardé vers le haut des marches de marbre, et je les ai vus. M'attendant, debout sur le côté, à l'écart des paparazzis agressifs, se trouvait ma vraie famille. Le docteur Alden se tenait droit, ayant l'air incroyablement élégant dans un tuxedo noir classique sur mesure qui le rendait encore plus imposant que dans sa blouse blanche. À côté de lui se trouvait l'infirmière Fiona, portant une superbe robe bleu nuit qui étincelait pratiquement sous les lumières de l'hôtel. Même le pilote d'hélicoptère qui avait volé à travers ce terrible orage pour livrer le foie de Maya était là, portant un costume élégant et souriant jusqu'aux oreilles. Ils étaient 20 au total pour représenter toute mon unité de greffe. Ils tenaient une petite pancarte faite à la main qui disait « Équipe Nolan ». Le docteur Alden s'est avancé lorsque j'ai atteint le haut des marches. Il ne m'a pas tendu une poignée de main polie, il m'a tiré dans une treinte brève et ferme, tapant une main lourde sur mon épaule. Prêt à entrer, innovateur, a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une fierté paternelle que je n'avais jamais entendue chez mon propre père. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai réajusté ma cravate émeraude et j'ai hoché la tête, je suis prêt, docteur. La salle de bal principale à l'intérieur de l'hôtel ne ressemblait absolument à rien de ce que j'avais vu dans la vraie vie. C'était un espace conçu entièrement pour intimider et impressionner. Cela sentait le parfum cher, les herbes rôties et les lys fraîchement éclos disposés dans d'immenses centres de table. De massifs lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du haut plafond peint,
projetant une lueur cinématographique dorée et chaude sur des centaines de tables rondes recouvertes de lourdes nappes blanches. Nous avons été escortés par une hôtesse directement à l'avant de la pièce, la table numéro 1, le centre de l'univers pour la communauté médicale ce soir-là, la table réservée aux personnes les plus importantes du bâtiment. Alors que je m'asseyais en ajustant ma veste, un serveur est instantanément apparu, remplissant mon verre en cristal d'eau glacée. À ma droite était assis le chef de chirurgie d'un hôpital très prestigieux de New York. C'était un homme dont j'avais étudié les manuels à l'université. Il s'est penché, a tendu la main et a serré la mienne fermement. « Nolan Sheffield, je suppose » a demandé le chirurgien. « Je suis le docteur Vance. Nous avons mis en œuvre votre système de transport rapide le mois dernier dans notre aile cardiaque. Vous nous avez fait gagner 40 minutes cruciales sur un transfert de cœur la semaine dernière. Ce patient est assis et parle à sa femme aujourd'hui entièrement grâce à vous. C'est un véritable honneur d'être assis à votre table. C'est un honneur d'être assis à ma table. » J'ai laissé ces mots exacts résonner dans mon esprit. Toute ma vie, j'avais été l'ombre ennuyeuse de Preston. J'avais été le filet de sécurité financière d'urgence de mon père. J'avais été la plus grande déception de ma mère parce que je ne m'intéressais pas aux potins du quartier ou à l'esthétique d'Instagram. Ici, dans cette pièce, j'étais un poids lourd. Ici, mon esprit, mon éthique de travail implacable et mon dévouement me donnaient de la valeur. Pendant ce temps, à seulement 20 miles de là de l'autre côté de la ville, l'atmosphère dans la suite VIP du stade se détériorait rapidement et de façon spectaculaire. Preston faisait une crise de colère de gamin. Son manager minable, Derek, avait complètement échoué à obtenir les passes pour les coulisses qu'il avait promis, ce qui signifiait que Preston ne pouvait prendre aucune photo avec les vraies célébrités assistant au concert. Harrison arpentait agressivement le sol poisseux de la suite, son visage prenant une teinte violette dangereuse alors qu'il calculait la dette de carte de crédit imminente qu'il allait contracter avec la facture du traiteur. Beverly était assise sur le canapé, essayant désespérément de les calmer tous les deux en rafraîchissant agressivement le groupe Facebook de son quartier, cherchant quelqu'un pour valider son existence en aimant ces photos floues du stade. Ils étaient piégés dans une boîte de verre faite de leur propre toxicité. Ils étaient misérables, fauchés et en colère contre le monde. À 17h précises, le DJ de la première partie a fini son ensemble. Les lumières du stade se sont allumées, brillantes et crues pour l'entracte avant que la star de la pop ne monte sur scène. Il y avait une pause de 30 minutes. Dans la suite, Harrison a attrapé la télécommande poisseuse et, comme je lui avais dit de le faire au téléphone plus tôt, a zappé sur la chaîne d'information nationale sur la télévision de 60 pouces. Il ne l'a pas fait par un sentiment soudain de fierté parentale, il l'a fait par pure rancœur amère. Il voulait voir exactement à quelle conférence médicale stupide et ennuyeuse j'assistais au lieu de céder à ses demandes de lui transférer $2000 pour de la bière surpayée. L'écran de télévision dans la suite a clignoté, passant d'une chaîne de sport locale au logo élégant du Gala national des héros de la santé. Ennuyeux, a ricané Preston bruyamment, se jetant sur le canapé en cuir et croisant les bras sur sa veste en soie froissée. Qui regarde ce genre d'ordure? Remets le match de basket, papa. Ça gâche mon ambiance. Attends, a dit Beverly, sa voix descendant soudainement dans un murmure tendu. Elle s'est approchée de l'écran, les yeux grands ouverts, son verre de vin tremblant dans sa main. Harrison, monte le son. Monte le son tout de suite. À l'écran, la caméra haute définition balayait lentement la salle de bal étincelante. Elle survolait la foule de dignitaires, de politiciens et de médecins célèbres, capturant le luxe et le prestige de l'événement. Puis le caméraman a zoomé en douceur sur la table d'honneur. La caméra s'est arrêtée entièrement, parfaitement sur mon visage. J'étais en train de rire d'une plaisanterie que le docteur Alden venait de faire sur l'administration hospitalière. J'avais l'air rayonnant. J'avais l'air puissant. J'avais l'air d'un homme qui n'avait pas besoin de leur approbation pour exister. C'est Nolan, a demandé Harrison, sa voix déraillant, plissant les yeux vers l'écran de 60 pouces, complètement incapable de traiter ce qu'il voyait. Impossible, Harry Preston nerveusement, ses yeux balayant l'écran dans un déni pur. Nolan porte des tenues médicales larges et des sweatshirts moches. Ce gars porte un costume sur mesure. Ce costume coûte plus cher que mon loyer. Mais la caméra est restée braquée sur moi. Et puis le bandeau d'information au bas de l'écran est apparu en lettres grasses et incontestables, nommé Nolan Sheffield. La suite VIP est devenue d'un calme absolu et suffocant.
Le seul son était le rugissement lointain et étouffé de la foule du stade à l'extérieur de la vitre épaisse. À l'intérieur de cette pièce, la famille Sheffield était entièrement paralysée par une réalité qu'elle ne pouvait pas comprendre. L'hôte de la soirée, un acteur hollywoodien très célèbre connu pour jouer un médecin brillant à la télévision, s'est avancé vers le pupitre. Sa voix fluide et puissante a résonné à travers les haut-parleurs de la télévision dans la suite VIP, et maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre honneur le plus prestigieux de la soirée, le prix de l'innovateur de l'année. Ce prix reconnaît un individu rare qui a fondamentalement changé le paysage de la médecine moderne, quelqu'un qui refuse de laisser la bureaucratie ou une météo impossible se dresser sur le chemin pour sauver la vie humaine. Sur l'écran géant derrière l'hôte, une vidéo de présentation a commencé à être diffusée. Elle montrait des images réelles et dramatiques d'hélicoptères d'urgence atterrissant sur des toits d'hôpitaux trempés par la pluie. Elle montrait des cartes numériques complexes de la ville avec des lignes lumineuses reliant les sites de donneurs aux receveurs. Puis une voix off professionnelle a commencé, le protocole d'appariement rapide de Nolan Sheffield a réduit le temps de transport des organes d'un chiffre étonnant de 40%. Au cours des seuls 12 derniers mois, son dévouement implacable, opérant entièrement dans l'ombre, est directement crédité d'avoir sauvé plus de 200 vies qui auraient autrement été perdues. La vidéo a coupé sur une interview intime avec Sylvia. Elle était assise dans une pièce lumineuse, tenant Maya sur ses genoux. Sylvia pleurait doucement, regardant directement l'objectif de la caméra avec une gratitude brute. Nolan Sheffield est notre ange gardien. Quand les tempêtes ont bloqué les vols, quand d'autres hôpitaux ont abandonné, il a refusé d'accepter un non comme réponse. Sans son dévouement absolu, ma fille ne serait pas là aujourd'hui. Il m'a rendu ma famille. Dans la suite du stade, la bouche d'Harrison est restée grande ouverte. Le nacho à moitié mangé dans sa main a glissé de ses doigts et est tombé sur le sol. Beverly s'est couvert la bouche avec les deux mains, son visage complètement vidé de sa couleur, son maquillage impeccable ayant l'air soudainement ridicule contre sa peau pâle. « Mesdames et messieurs », a dit l'hôte en ouvrant la lourde enveloppe dorée au pupitre, il a souri de manière éclatante. « Veuillez accueillir sur scène votre innovateur de l'année 2026, Nolan Sheffield. » La salle de bal a explosé. Le public n'a pas seulement applaudi politiquement, des centaines de personnes parmi les plus influentes, les plus riches et les plus puissantes du pays se sont levées de leurs chaises. C'était une standing ovation massive et rugissante. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste émeraude. J'ai grandi les marches bordées de velours vers la scène avec une grâce calme, délibérée et inébranlable que ma famille n'avait jamais vue auparavant. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a complètement et définitivement brisé leur réalité. Alors que j'acceptais le lourd et magnifique trophée en verre des mains de l'hôte, en lui serrant la main, l'écran numérique géant derrière moi a changé. Un nouveau graphique est apparu, clignotant brillamment en lettres d'or pour que toute la nation le voie, bourse de recherche, 500 000 $. Harrison s'est littéralement étouffé avec sa bière. Il a commencé à tousser violemment, son visage prenant une teinte violette dangereuse, serrant le rebord du minibar si fort que ses articulations sont devenues blanches. 500 000, a-t-il bégayé, ses yeux sortant de leur orbite. Beverly a attrapé le bras de Preston, ses ongles enfonçant douloureusement dans sa veste en soie. Tu as vu ce chiffre? Preston, regarde l'écran. C'est un demi-million de $. Ton frère a un demi-million de $. Le visage de Preston est devenu d'une pâleur maladive. Il a regardé son téléphone où son nombre d'abonnés était complètement stagnant et son compte bancaire à découvert. Et puis il a regardé à nouveau le grand écran de télévision où son frère cadet, le bouc émissaire de la famille, se tenait au centre de la scène en tenant un chèque factice de la taille d'une planche de surf. Il ne nous a jamais dit qu'il y avait de l'argent, a murmuré Preston, sa voix tremblant d'un mélange dégoûtant et instantané de jalousie profonde et de cupidité calculatrice. Il a dit que c'était juste un truc de travail ennuyeux. Il nous a menti. Il a dit que c'était un prix national, a hurlé Harrison, se retournant soudainement contre son enfant roi, la panique financière s'installant. Tu lui as dit que c'était des ordures. Tu lui as dit de ne pas nous déranger. Tu lui as dit de ne pas venir. Tais-toi, papa, a hurlé Preston, cherchant frénétiquement son téléphone. Il a ouvert son application Instagram et l'a pointé directement vers l'écran de télévision. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Beverly, ses yeux toujours rivés avec avidité sur l'argent à l'écran. Je le publie dans ma story, a dit Preston, ses doigts volant sur le clavier numérique. Je suis son frère. C'est super pour ma marque. J'écris, tellement incroyablement fier de mon propre sang.
J'ai toujours su que mon petit frère était une immense star. Il a appuyé sur publier. Il a souri d'un faux sourire écœurant, pensant qu'il venait de sécuriser sa propre part de ma victoire. Il pensait pouvoir simplement réclamer mon succès comme le sien, de la même manière qu'il réclamait tout le reste dans la maison. Mais alors que le post a été publié pour ses abonnés, je me suis avancé vers le micro sur la scène. La salle de bal s'est complètement tue. Merci, ai-je dit. Ma voix était stable, amplifiée par le système audio massif et clair. J'avais l'impression de regarder droit à travers l'objectif de la caméra, de traverser la ville et de fixer directement cette suite VIP pitoyable. J'ai écrit un discours très professionnel pour ce soir, ai-je continué, regardant la mer de visages attentifs. J'allais parler de logistique, de données et de protocole. Mais après tout ce qu'il a fallu pour arriver sur cette scène, je pense que je dois parler directement avec le cœur. La pièce était d'un silence à entendre une épingle tomber. On vous dit souvent de remercier les gens qui vous ont amené ici, ai-je dit, ma voix résonnant dans le grand espace. On vous dit de remercier vos parents, vos frères et sœurs, votre sang. On vous dit que la famille est la fondation de chaque grand succès. J'ai marqué une pause, laissant le silence peser lourdement dans l'air. J'ai regardé directement la lumière rouge de la caméra principale. Mais ce soir, je veux dédier ce prix aux personnes invisibles, aux enfants qui grandissent dans l'ombre profonde de leur propre foyer, à ceux à qui l'on répète constamment que leurs passions sont ennuyeuses. Que leurs emplois n'ont pas de sens et que leurs efforts épuisants ne sont jamais tout à fait suffisants pour mériter une place à la table du dîner. À ceux qui sont traités d'ordures par leurs propres frères et sœurs parce qu'ils ont choisi une vie de service silencieux et désespéré au lieu de chercher une renommée virale bruyante et creuse. J'ai entendu un hoquet collectif traverser la salle de bal. J'ai vu quelques politiciens bouger inconfortablement sur leurs chaises. Mais j'ai continué. Je n'ai pas flanché. J'ai laissé 32 ans de douleur se déverser dans le micro, je me tiens ici aujourd'hui non pas grâce au soutien que j'ai reçu à la maison, mais en dépit de son absence absolue et incontestable. Ma famille n'est pas là ce soir. Ils sont actuellement assis dans une loge VIP louée pour un concert de pop. Quand je les ai suppliés de venir, de me donner juste une heure de leur temps, ils m'ont dit qu'ils ne rateraient pas une seule chanson pour mon petit trophée en plastique. J'ai levé le lourd trophée en cristal brillamment taillé dans les airs. Eh bien, ce trophée représente des centaines de cœurs qui battent. Il représente la vie, la logistique, la survie et le refus absolu de se rendre. Alors, j'accepte ceci pour moi-même et je le dédie à ma vraie famille, les médecins, les infirmières, les pilotes et les coordinateurs assis juste ici à la table numéro 1. Vous êtes les gens qui se montrent présents quand ça compte. Merci. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas juste des applaudissements polis de gala, c'était tonitruant, c'était bruyant. Les gens acclamaient. Le docteur Alden était debout, essuyant ouvertement ses yeux avec une serviette. Je suis sorti de cette scène en me sentant plus léger que je ne l'avais été en 32 ans. Le lourd manteau suffocant de la culpabilité familiale a glissé de mes épaules et est resté sur la scène. De retour dans la suite VIP, le silence était absolument assourdissant. Harrison s'est effondré lourdement sur le canapé en cuir, ses grandes mains tremblant violemment. Il vient de nous humilier à la télévision nationale. Des millions de personnes viennent de regarder ça. Il vient de dire à tout le pays que nous sommes de terribles parents. Beverly se tenait la poitrine, sa respiration courte et frénétique, ses yeux balayant la pièce comme si les paparazzi allaient défoncer la porte. La présidente de la copropriété regarde cette chaîne. Le groupe de l'église regarde ça. Oh mon Dieu, la honte absolue et insupportable. Tout le monde sait que c'est nous. Ils savent que Preston est allé à un concert. Preston fixait son téléphone. Son visage n'était plus pâle, il était rouge vif de colère, les veines de son cou saillantes. « Qu'est-ce qu'il y a » a demandé Harrison, la voix aiguë d'anxiété. « Mes commentaires » a murmuré Preston, sa voix tremblant d'une panique pure et sans mélange. Il a tendu son téléphone, son poste, tellement fier de mon frère, était en ligne depuis exactement 3 minutes, et c'était déjà un carnage numérique total. Internet avait relié les points immédiatement. Utilisateur 199, attends, tu n'es pas le frère qu'il vient de détruire à la TV? Tu es allé à un concert de pop au lieu de sa cérémonie? Fan de culture pop en carton. Waouh, tu as traité son travail qui sauve des vies d'ordures. Je me désabonne immédiatement. Tu es dégoûtant.
Maman médicale, c'est au-delà de l'embarrassant. Tu essaies de gratter de la notoriété sur le dos du frère que tu as abandonné. Tu es officiellement annulé. Ils sont en train de m'annuler, a hurlé Preston, jetant violemment son téléphone sur le canapé. Il a ruiné ma marque. Mes sponsors vont me lâcher. Je vais tout perdre. Il n'a rien ruiné, a répliqué Harrison en se levant, le visage violet d'une colère terrifiante. C'est toi. C'est nous. Nous devons arranger ça tout de suite. Nous devons l'atteindre avant qu'il ne comprenne quoi faire avec cet argent de bourse. Cet argent appartient à cette famille. C'est notre héritage pour l'avoir élevé. Mais le concert va commencer, a pleurniché Preston, désignant le stade à l'extérieur où les lumières baissaient. Je m'en fiche de ton concert stupide, a rugi Harrison, attrapant son manteau et se dirigeant vers la porte. Ce garçon a un $250,000 dans sa poche. Monte dans la foutue voiture. Au moment où je suis revenu dans le sanctuaire calme et isolé de ma limousine de location, mon téléphone vibrait si agressivement qu'il glissait physiquement sur le siège en cuir. Je l'ai pris, 82 appels manqués, 140 messages textes. Je me suis versé un verre d'eau gazeuse, je me suis adossé contre l'appui-tête, et j'ai enfin ouvert le groupe de discussion. D'abord, il y avait les textos envoyés juste avant mon discours, exactement au moment où ils avaient vu le chiffre de l'argent à l'écran. Maman, Nolan, on te voit à la TV. Tu es si beau. On est si fiers de notre fils qui réussit. Papa, fils, est-ce que cet argent est net d'impôts? Il faut qu'on parle de monter une société pour toi. Je connais un bon avocat. Appelle-moi immédiatement. Ne signe rien. Preston, frérot, je t'ai publié dans ma story. Identifie-moi en retour pour que mes abonnés le voient. Fait-on ça plus tard? C'est ta tournée. Puis il y avait les textos d'immédiatement après la diffusion de mon discours. Maman, comment as-tu pu dire ces choses horribles? Je t'ai élevé. J'ai cuisiné pour toi. Tu m'as honté devant tout le quartier. Tu es un fils cruel et mauvais. Papa, espèce d'ingrat égoïste. On t'a logé pendant 18 ans. Tu nous dois des excuses publiques et tu nous dois une part massive de cette bourse pour ton éducation. Je vais contacter mon avocat pour réclamer ma part de ton salaire et de ton héritage si tu ne me rappelles pas tout de suite. Preston, supprime la vidéo du discours en ligne maintenant. Des gens me disent de sauter d'un pont dans les commentaires. Tu as ruiné ma vie. Espèce de monstre égoïste. Arrange ça tout de suite ou je viens à ton appartement. J'ai ri, un vrai rire profond que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Il a résonné fort dans le silence de la limousine. Ils m'appelaient encore égoïste. Ils exigeaient encore que je règle leurs problèmes. Ils me menaçaient de procès pour une bourse sur laquelle ils n'avaient absolument aucun droit légal. J'ai ouvert le groupe de discussion. J'ai joint une seule image de mon dossier caché, c'était la capture d'écran que j'avais prise 3 semaines plus tôt, la preuve incontestable. Preston, ouvre les yeux, Nolan. Tout le monde s'en fiche. Je ne vais pas rater une seule seconde de mon concert pour tes ordures. J'ai envoyé l'image. Puis j'ai tapé mon dernier message à leur intention, je suis juste d'accord avec toi, Preston. Tu avais raison. Tu n'as pas raté ton concert, et je n'ai pas raté mon moment. Nous avons tous les deux obtenu exactement ce que nous avions demandé. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger, j'ai complètement désactivé le partage de ma position, et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Le cordon ombilical de culpabilité toxique qui m'avait relié à eux était complètement, définitivement coupé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur le balcon de mon modeste appartement, regardant la ligne d'horizon, vérifiant mon compte bancaire en ligne. L'argent de la bourse n'était pas encore arrivé, mais il venait. J'ai commencé à faire une liste mentale, rembourser mes dettes d'études écrasantes, engager un conseiller financier impitoyable, acheter une maison avec un portail de sécurité lourd, changer de numéro de téléphone. Je me suis réveillé le lendemain matin à 8 heures au son de coups violents martelés contre ma porte. Pas un cognement poli, mais un martèlement agressif et implacable qui faisait trembler ma porte d'entrée dans son cadre. J'ai ouvert l'application de sécurité de ma sonnette vidéo sur mon téléphone. Ils étaient là, tout le cirque pitoyable, Harrison, Beverly et Preston. Ils avaient l'air complètement déséquilibrés. La veste en soie coûteuse de Preston était froissée et tachée de ce qui ressemblait à de la moutarde. Harrison avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine,
ses cheveux en bataille. Beverly tenait un gâteau bon marché du supermarché qui disait « Félicitations », écrit avec un glaçage bleu étalé. Ouvre la porte, Nolan, a aboyé Harrison, frappant le bois avec son poing. On sait que tu es là-dedans. On a suivi ta limousine hier soir. Je suis calmement allé vers le panneau d'interphone accroché au mur et j'ai appuyé sur le bouton pour parler, quitter ma propriété, ai-je dit, ma voix projetée clairement à travers le haut-parleur extérieur. Nolan. La voix de Beverly était stridente et complètement désespérée. Elle a brandi le gâteau pitoyable vers la caméra, mon chéri, on a apporté un gâteau de victoire. Laisse-nous entrer. On doit parler en famille. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit froidement. Preston a plaqué son visage directement contre l'objectif de la caméra. Il avait l'air totalement maniaque, tu dois faire une déclaration publique, Nolan, tout de suite. Dis à Internet qu'on a eu une urgence familiale privée. Dis-leur que je t'ai soutenu financièrement. J'ai perdu mon sponsor de boissons énergisantes ce matin. C'est $3000 par mois. Tu me dois ce salaire. Je m'adosse nonchalamment contre le mur à l'intérieur de mon appartement, ça ressemble à un grand problème qui te concerne, Preston. Tu devrais peut-être trouver un vrai travail. Harrison a poussé Preston hors du chemin, écoute-moi, jeune homme. Tu nous as humiliés, mais nous sommes prêts à te pardonner. Nous sommes ton propre sang. Maintenant, ouvre cette porte, et asseyons-nous pour discuter de la façon de gérer ce nouvel argent. Tu ne connais rien aux investissements de haut niveau ou à l'immobilier. Je peux agir comme ton gestionnaire financier. Nous devons protéger cet héritage. Cet héritage. Il traitait l'argent de ma bourse durement gagnée comme s'il s'agissait de son propre ticket de loterie personnel. Papa, ai-je dit, la voix complètement dépourvue de chaleur. Te souviens-tu quand je t'ai demandé de venir à la cérémonie pendant juste 1 heure? Juste une seule heure de ton temps. C'était complètement différent, a hurlé Harrison, frappant à nouveau sa main contre la porte. Nous avions des billets VIP non remboursables. Nous avions pris un engagement financier. Et maintenant j'ai un $500 000 et un titre national, ai-je répondu sans me démonter. Et vous avez des billets pour un concert que vous avez quitté. Rentrez chez vous. Je ne quitterai pas ce couloir avant d'avoir ma part légitime, a rugi Harrison, ses vraies couleurs se montrant enfin complètement. Je t'ai élevé. J'ai payé pour ta nourriture. Cet argent est l'argent de la famille. Je vais te traîner en justice. J'ai soupiré. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé 3 chiffres simples, 911. Bonjour, centrale, ai-je dit, parlant fort pour que le micro de l'interphone capte ma voix. Oui, j'ai 3 intrus hostiles qui tentent de défoncer la porte de ma propriété. Ils frappent agressivement à la porte et crient des menaces financières. Je crains pour ma sécurité physique immédiate. Oui, l'adresse est. À l'extérieur, la couleur s'est entièrement vidée du visage d'Harrison. Il a regardé la caméra avec une terreur pure. Il appelle les flics, a paniqué Preston, s'éloignant rapidement de la porte. Papa, je ne peux pas avoir de casier judiciaire. Ça va ruiner mon esthétique. Harrison a regardé la lourde porte en bois, puis Beverly, qui hyperventilait. Il bluffe, a dit Harrison, bien que sa voix trembla visiblement. Je ne bluffe absolument pas, papa, ai-je dit clairement. Le poste de police est exactement à 2 pâtés de maison. Vous avez environ 90 secondes avant qu'il ne tourne au coin de la rue. Beverly a lâché le gâteau du supermarché. Il s'est écrasé violemment sur la moquette du couloir. Je te déteste, a hurlé Preston vers la porte. Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ta propre vie quand tu as décidé que mon existence était une ordure, ai-je répondu. Ils se sont précipités. C'était la chose la plus pitoyable à laquelle j'ai jamais assisté. Ils ont couru dans le couloir, se disputant les uns avec les autres tout au long de la descente. J'ai regardé depuis mon balcon alors qu'ils s'entassaient dans le SUV Porsche en location de Preston et démarraient en trombe du parking. 30 secondes plus tard, une voiture de patrouille avec ses gyrophares s'est arrêtée devant l'immeuble. Je suis descendu, j'ai fait ma déclaration à l'officier Jenkins et j'ai officiellement déposé une main courante pour violation de domicile, créant une trace légale permanente de leur harcèlement. Pendant les 2 semaines suivantes, une guerre absolue s'est livrée en ligne, et je n'ai même pas eu à lever un seul doigt pour la gagner. Preston a tenté de faire de la gestion de dégâts agressive.
Il a publié une vidéo de 20 minutes où il jouait mal la comédie en pleurant sur sa page. Il était assis dans sa chambre, se frottant les yeux pour simuler des larmes, et prétendait que j'étais un frère profondément maltraitant qui avait abandonné nos parents malades et âgés dès la seconde où j'avais obtenu un peu de renommée et un grand salaire. Il a prétendu que le texto sur les ordures était un montage fait par une équipe de relations publiques malveillante. Il a prétendu que mon fonds d'études avait été utilisé pour payer des factures médicales imaginaires de ma mère, et non ses frais d'avocat. C'était une performance passable. Certains de ses abonnés les plus crédules l'ont cru au début, mais Internet est une agence de détectives impitoyable et invaincue. L'infirmière Fiona de mon hôpital a vu sa vidéo. Elle ne m'a pas consulté, elle a immédiatement publié une réponse sur TikTok. Elle n'a pas crié, elle s'est juste assise dans sa tenue médicale dans la salle de pause de l'hôpital et a dit la vérité absolue. Je travaille étroitement avec Nolan Sheffield, a dit Fiona dans sa vidéo, sa voix calme mais furieuse. Il travaille 80 heures par semaine à sauver des enfants mourants. En 5 ans où je le connais, sa famille n'a jamais visité l'hôpital une seule fois. Pas quand il était malade, pas quand il a été promu. Ils ont vidé son fonds d'études pour payer les frais d'avocat de son frère. C'est un saint. Son frère est un escroc professionnel qui achète de faux abonnés. La vidéo de Fiona est devenue follement virale. Puis le clip haute définition de mon discours d'acceptation a touché la page d'accueil de chaque plateforme de médias sociaux, des millions et des millions de vues. La douleur brute et non filtrée dans ma voix a résonné auprès de chaque personne qui avait jamais été le bouc émissaire, le mouton noir ou l'enfant invisible dans sa propre famille. J'ai complètement ignoré le drame de Preston. Je n'ai pas tweeté, je n'ai pas publié de stories Instagram, j'ai laissé mon silence dire des volumes. Au lieu de cela, j'ai accepté une interview exclusive avec le magazine Time pour leur numéro annuel des héros de l'année. La journaliste était assise dans mon tout nouveau bureau à l'hôpital, un bureau d'angle avec une vue magnifique sur la ligne d'horizon de la ville, un privilège de ma récente promotion massive. Votre frère a été très vocal en ligne récemment, menaçant de vous poursuivre pour diffamation, a dit prudemment la journaliste, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. Avez-vous un commentaire officiel concernant votre dynamique familiale ? J'ai croisé les mains sur le bureau en acajou, ayant l'air parfaitement calme, j'aime le concept de famille, ai-je dit délibérément, mesurant mes mots pour l'impression. Mais je m'aime et me respecte suffisamment pour ne pas laisser des personnes toxiques me traiter comme une option tout en exigeant que je les traite comme une priorité. Nous avons simplement des valeurs fondamentales fondamentalement différentes. Je valorise le fait de sauver des vies humaines et de faire avancer la science médicale. Il valorise les apparences extérieures, la notoriété sur les réseaux sociaux et les billets de concert VIP. Je leur souhaite sincèrement le meilleur, à distance. Cette citation exacte est devenue le titre en gras de l'article, Nolan Sheffield, je leur souhaite le meilleur, à distance. C'est devenu un slogan culturel instantané. Les gens ont commencé à l'imprimer sur des tasses à café et des t-shirts. La section des commentaires de Preston est devenue un cimetière numérique de milliers de personnes écrivant simplement, à distance, encore et encore sur chaque photo qu'il publiait. Ses sponsors restants l'ont lâché immédiatement pour éviter le terrible cauchemar de relations publiques. Il a été forcé de supprimer définitivement ses comptes de réseaux sociaux, mettant fin efficacement à sa carrière. Financièrement, tout leur château de cartes s'est complètement effondré parce qu'Harrison avait retiré ses $40 000 de son 401k pour payer le concert et la compte de la Porsche. Il a été frappé d'une pénalité fiscale massive pour retrait anticipé de la part du fisc. Il ne pouvait pas assumer les mensualités exorbitantes de location du SUV de luxe. Le concessionnaire a saisi la Porsche directement dans leur allée en plein jour pendant que les dames de la copropriété auquel Beverly tenait en regardaient depuis leur perron, chuchotant et pointant du doigt. Ils ont tenté une dernière attaque désespérée et pitoyable. J'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat bon marché de centre commercial qu'ils avaient engagé au résultat. Il me menaçait formellement de me poursuivre pour préjudice moral et prétendait avoir des droits légaux d'héritage sur l'argent de ma bourse parce qu'il m'avait fourni un soutien enfantin fondamental. Je n'ai même pas paniqué. J'ai apporté la lettre au service juridique d'élite de l'hôpital. Le docteur Alden s'est assuré que les avocats impitoyables de l'hôpital s'en occupent personnellement. Mon avocat a renvoyé une lettre de mise en demeure brutale de 20 pages soulignant exactement comment un procès frivole entraînerait des demandes reconventionnelles pour frais de justice qui ruineraient instantanément mes parents et les laisseraient sans abri. L'avocat bon marché les a lâchés dès le lendemain. Le clou final dans le cercueil est venu une semaine plus tard lorsque j'ai reçu un appel téléphonique privé de ma tante Vivien. Vivien était la sœur de ma mère,
Une femme qui jouait toujours l'intermédiaire amical, me cachant secrètement d'être la plus grande commère de la famille. Nolan chérie, a roucoulé Vivien au téléphone. Ta mère est absolument dévastée. Elle pleure chaque jour. Elle veut t'envoyer une lettre d'excuse sincère. Elle veut juste guérir la famille. Ne peux-tu pas simplement leur pardonner? Je me suis adossé dans mon fauteuil de bureau, c'est vrai, Vivien? Oui, a-t-elle chuchoté de manière conspiratrice, se penchant dans le potin. Mais entre toi et moi, Harrison a raté 2 paiements d'hypothèque. La banque menace de saisir la maison. Ils n'ont plus du tout d'argent. Quand tu recevras cette lettre, tu dois comprendre qu'ils sont désespérés. Ils ont besoin que tu achètes la propriété ou que tu les sortes de leur pétrin. Il y a même des rumeurs de divorce à cause du stress financier. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir fait du mal, ils étaient désolés d'être pauvres. Merci pour l'information, Vivien, ai-je dit froidement. Et s'il vous plaît, dites à ma mère de ne pas gâcher son timbre. J'ai raccroché le téléphone. Une année entière s'est écoulée depuis cette nuit inoubliable à la cérémonie de remise des prix. Ma vie est complètement méconnaissable désormais. J'ai utilisé la bourse d'1 demi-million exactement comme elle était destinée, j'ai financé une équipe de recherche dédiée de classe mondiale et nous avons étendu le protocole d'appariement rapide à 3 États voisins. Nous sauvons actuellement une moyenne de 30 lives de plus par mois. J'ai reçu une augmentation de salaire massive, un bureau d'angle, et j'ai enfin remboursé chaque centime de ma dette d'études écrasante. J'ai acheté de l'immobilier, une belle maison moderne du milieu du siècle dans un quartier calme et très boisé à l'extérieur de la ville. Et oui, elle a un très haut et très solide portail de sécurité en fer au bout de la longue allée. Mais la chose la plus importante que j'ai construite n'était pas la maison, le protocole ou le compte bancaire, c'était ma vraie famille. Je n'ai pas dit un seul mot à mes parents biologiques ni à mon frère en 12 mois. J'entends des rumeurs, bien sûr, les familles toxiques ont une façon de laisser fuiter des informations dans le monde par l'intermédiaire des parents éloignés. J'ai entendu dire que Preston travaille actuellement comme barman de nuit dans un rad du centre-ville, essayant constamment de raconter aux clients ivres qu'il était un influenceur célèbre autrefois. Personne n'écoute. Il vit dans un tout petit studio. J'ai entendu dire qu'Harrison a dû ravaler sa fierté massive et prendre un emploi au SMIC comme hôte d'accueil dans un magasin de bricolage juste pour garder l'électricité allumée et éviter la saisie totale. Tandis que Beverly a été officiellement expulsée du comité de copropriété parce qu'elle ne pouvait plus assumer les frais d'association du quartier, les personnes même qu'elle essayait d'impressionner l'ont complètement fui. Mardi dernier, je suis descendu vers ma boîte aux lettres sécurisée au bout de mon allée et j'y ai trouvé une épaisse enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture penchée et frénétique immédiatement, c'était de Beverly. Je l'ai ouverte en me tenant dans la chaude lumière du soleil de l'après-midi. C'était une longue carte désordonnée remplie de manipulations émotionnelles classiques et de culpabilisation. Nolan, la santé de papa décline. Le toit fuit énormément et nous ne pouvons pas payer un entrepreneur pour réparer la maison. Preston lutte avec sa santé mentale. Notre fils nous manque. Nous te pardonnons pour ce que tu as fait à la TV. C'était juste un malentendu. S'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de retrouver notre famille. Le sang passe en premier. Nous avons besoin de ton aide. J'ai fixé le lourd carton. J'ai passé mon pouce sur l'encre bleue qui, il y a des années, m'aurait plongé dans une spirale violente de culpabilité et d'anxiété paralysante. J'aurais vidé mes économies pour réparer leur toit. Je me serais excusé d'exister. Je les aurais laissés revenir pour détruire ma paix. Le sang passe en premier. Oui, c'est vrai. Mais ce sont eux qui ont traité mon sang comme de l'eau sale pendant 32 ans. J'ai levé les yeux vers ma maison dans le vaste jardin arrière, je pouvais entendre le son d'un barbecue qui grésillait et des gens qui riaient fort. J'ai franchi le portail de sécurité et je suis entré dans le jardin. Le docteur Alden se tenait près du grill, débattant agressivement mais joyeusement de techniques chirurgicales avec l'infirmière Fiona, qui riait en buvant une bière fraîche. Assis à la table en bois du patio se trouvait Sylvia, son mari Richard, et la petite Maya. Maya avait 7 ans maintenant, ses joues roses et pleines d'une vie vibrante, courant sur l'herbe verte en chassant mon chien de sauvetage nouvellement adopté. J'ai regardé tout ce monde, les gens qui célébraient mes victoires sans demander de part, les gens qui me respectaient dans mes limites, les gens qui se montraient réellement présents quand cela comptait le plus, sans condition ni attente. C'était ma famille. J'ai regardé la lettre manipulatrice de ma mère. Je n'ai pas pleuré.
Je ne me suis pas senti en colère. Je n'ai même pas ressenti le besoin de la brûler dramatiquement dans le foyer. J'ai juste ressenti une belle et inébranlable indifférence absolue. Il n'avait absolument plus aucun pouvoir sur moi. J'ai marché vers le bac de recyclage bleu à côté du garage, j'ai soulevé le couvercle en plastique et j'ai laissé tomber la lettre à l'intérieur, juste à côté des canettes de soda vides et des prospectus. Les ordures vont simplement avec les ordures. Je suis Nolan Sheffield. Je suis un innovateur. Je suis un professionnel de la santé qui sauve des vies. Je suis un homme qui a brisé des malédictions générationnelles, sécurisé sa propre richesse, et bâti une belle vie sur les cendres d'un foyer profondément toxique. Et pour la toute première fois de toute ma vie, je suis complètement, sans m'en excuser, libre.